Un petit village s'étendait sous un ciel clair. De jolies maisons étaient baignées de soleil éclatant. Une petite fille entra dans la maison du vieil homme du village et l'appela. Il tourna la tête vers elle. C'était un homme âgé à la moustache fournie. Il tenait une pile de papier dans ses mains. Il demanda, surpris, « Qui est venu ?» Un bébé se tenait sur le seuil. Il lui demanda, surpris, sa présence, tandis que la fillette lui tendait un papier et lui demandait de le signer. Il s'agissait d'une demande d'annulation du don que son père souhaitait faire. Le chef prit une feuille de papier des mains de la fillette et la porta à ses yeux. Il parcourut les lignes et demanda « Qu'est-ce que c'est déjà pour son père ?» Puis il sourit et dit « Quelle fille respectueuse !» L'aîné tendit sa lettre à la petite fille et lui dit que son père avait déjà promis de faire un don et qu'il serait donc difficile de l'annuler. Il ajouta également que cette année, les dons étaient rarement annulés. Et il promit qu'à l'avenir, il examinerait chaque chose plus attentivement. Mais la jeune fille n'abandonna pas. Elle leva les mains devant elle et, d'une voix suppliante, lui demanda de le faire une seule fois. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle demanda à nouveau d'annuler le don. Mais, cette fois-ci, le maire se leva. Voir le bébé si bouleversé lui était insupportable. Il porta la main à son cœur et soupira profondément. Puis, il déclara que c'était la dernière fois. La jeune fille, incroyablement satisfaite d'elle-même, rentra chez elle. Elle chanta une chanson et pensa que, comme prévu, son charme incroyable l'emportait toujours. Sa mission était accomplie. Elle s'arrêta et regarda la lettre certifiée par l'aîné concernant l'annulation du don. Elle dit que son père est trop gentil et que c'est un problème. Comment peut-on soudainement décider de donner une telle quantité de bois? C'est une blague qu'il ait donné 1000 pièces d'or. La fille était perplexe. Elle a continué son voyage en pensant qu'au lieu de distribuer l'argent qu'ils n'ont pas, ils devraient l'économiser et acheter un terrain, construire une maison, embaucher des travailleurs et se faciliter la vie. Son visage s'illumina de joie en pensant à son père. Elle aimait son père si gentil et décida à cet instant qu'elle prendrait toujours soin de lui. D'autres habitants du village la rencontrèrent. Ils la reconnurent et la saluèrent, l'appelant Sienna. La jeune fille leur fit un signe de la main joyeux. Les habitants remarquèrent qu'elle portait une très belle robe et lui demandèrent si elle était neuve. La fille a répondu fièrement que c'était son papa qui l'avait fait pour elle. Elle s'appelait Sienna. Ses yeux étaient verts, comme un champ d'un vert immaculé. Et ses cheveux étaient aussi doux que de la barbe à papa. Même ses joues semblaient prêtes à en jaillir s'il les mordait. C'était une enfant très douce, possédant toutes les qualités et même un peu plus. C'était l'univers du roman La vie de Mélodie, dont elle n'a lu que la moitié. Un récit fantastique relatant les aventures de Sainte Mélodie. Dans le roman, Mélodie n'était pas seulement une sainte, mais aussi une princesse. Or, Sienne n'était ni sainte ni princesse dans cette vie. Elle renaquit sous les traits d'une jeune fille ordinaire vivant dans un petit village auprès de son père bienveillant. Sienna escalada la clôture de pierre pour la franchir. Au début, il lui fut difficile de s'habituer au corps d'enfant. Tout le monde s'en prenait à elle et c'était un peu agaçant. Mais maintenant, elle sentait de plus en plus que son esprit fusionnait avec son corps. Celui qui lui avait offert une nouvelle vie, il lui avait aussi donné une chance pour qu'elle ne se trahisse pas. Elle se surprenait souvent à parler comme une enfant, bien plus jeune que son âge en 2 vies. Mais maintenant, elle savourait véritablement cette vie. Elle s'assit sur la barrière et pensa qu'il y aurait de la viande au dîner aujourd'hui. La jeune fille espérait que son père rentrerait bientôt à la maison. Mais malgré tout, le corps de l'enfant se fatigue très vite. Elle avait vraiment envie de dormir. Soudain, une voix d'homme interrompit ses pensées. Sienna ouvrit les yeux et vit un homme devant elle. Il se tourna vers elle. Il n'était pas seul. C'était toute une escouade de soldats. Celui qui se tenait devant tout le monde retira son casque et demanda à Sienna s'il y avait des adultes ici. La jeune fille était perplexe. Le soldat a dit qu'il recherchait un homme aux cheveux noirs et aux yeux rouges. Sienna pensa qu'il s'agissait d'oncle méfiant et répondit qu'il n'y avait pas d'adultes de ce genre ici.
Elle pensa à son père et se sentit désespérée. Son papa est en danger. Si nous parlons de son père, alors il est la personne la plus gentille du monde, la plus sincère et la plus bienveillante. Elle pensait qu'il était une cible facile pour les méchants. Il aidait toujours les autres dans leur domaine. Sienna pensait tristement qu'au final, il profitait toujours de lui et qu'il subissait des pertes. Il était de ceux qui n'hésiteraient pas à assumer les dettes des autres. Mais maintenant, vraiment, il était entraîné dans quelque chose de grave. Une fois que de telles personnes sont venues à son âme, il fallait les éloigner d'ici. Elle était déterminée dans une telle situation. Le soldat, les mains sur les flancs, a déclaré qu'ils étaient venus suite au rapport. Son collègue a ajouté qu'ils avaient vérifié les lieux. Elle fit appel à tout son charme et ils lui demandèrent ce qu'elle ignorait par hasard. Mais ils n'eurent pas le temps d'accepter, car Sienna répondit qu'elle n'en savait rien. Et elle ajouta qu'ils devaient aussi partir. Mais les soldats restèrent immobiles. Sienna n'en revenait pas. Son accueil habituel ne fonctionnait-il plus? Elle a dit qu'il n'y en avait pas un ou deux, mais beaucoup. Elle voulait aussi dire quelque chose. Mais les chevaliers disaient tous d'une seule voix qu'elle était si mignonne. Ils étaient complètement fascinés. La fillette se réjouit et les remercia gentiment. Elle-même pensa qu'ils avaient été achetés et se lamenta, les jugeant stupides. Pendant ce temps, les chevaliers discutaient de la suite des événements. Certains suggérèrent d'abandonner. Sienna se réjouit d'avoir à nouveau sauvé son père. La fille pensait qu'elle devrait lui en parler et réfléchir à un moyen de le protéger. Elle était déterminée. Même si papa se retrouvait dans une situation difficile, elle ne reculerait pas. Et à ce moment-là, la voix de son père retentit derrière elle. Sienna se retourna brusquement. Elle était perplexe, car c'était le moment le plus inopportun. De la maison, son père marchait d'un pas rapide vers elle. Elle voulait crier pour l'empêcher de venir. Elle ne savait pas comment l'arrêter et était désespérée. Il courut vers elle. Son visage était lui aussi perplexe et inquiet. C'est comme ça que j'aurais voulu lui demander « Ne voit-il pas ces signes? C'est presque fini. Les oncles méfiants sont presque partis. » Mais il avait peur pour elle. Sa fille bien-aimée était assise seule face à un groupe de chevaliers armés. Il la prit dans ses bras, la protégeant d'une menace invisible, et lui demanda qui ils étaient. Mais Sienna pensait qu'il avait abandonné trop facilement. Si son père devait être blessé, elle les punirait de ses poings enflammés. Mais le chevalier principal, la main sur le cœur, inclina la tête et salua respectueusement son père. Il annonça qu'ils étaient venus transmettre un message au premier fils du duché de Myrmode, le seigneur Mathias. Ce message annonçait qu'il était temps pour lui de terminer la partie et de rentrer. Sienna écoutait son discours avec frénésie. La jeune fille n'en croyait pas ses oreilles. Avait-il vraiment parlé du duché de Myrmode? Duché de Myrmode. 6 couleurs étaient le rouge sang et pour cause, c'était le duché le plus infâme de cet empire. Un endroit où des meurtres et toutes sortes d'actes odieux ont été commis comme si cela ne signifiait rien. Elle pensait que ces gens se trompaient lourdement. Son père n'avait aucun lien de parenté avec Myrmode. Elle s'accrocha à la chemise de son père. Elle voulait lui poser la question. Mais il sembla anticiper sa question, dit aux chevaliers qu'il devait leur faire comprendre qu'il comprenait et qu'il reviendrait. Sienna était stupéfaite. Une image lui traversa l'esprit. L'empereur furieux avait donné l'ordre de tous les envoyer à l'échafaud. Démon hideux, Myrmode. Elle présenta la guillotine sur laquelle la sentence serait exécutée. Elle entendit clairement les mots « C'était le nom de la famille impériale ». Sienna vit une image de son père guillotiné et l'empereur annonça la destruction du clan Myrmode. C'était comme s'il donnait un ordre au trésor. La lame tranchante de la guillotine s'abaissa aussitôt, coupant la tête de l'homme et lui ôtant la vie. L'empereur, triomphant, tenait une tête tranchée dans ses mains, tandis que le peuple exultait de joie et de jubilation. Le soir même, lui et son père firent leurs bagages et partirent pour le duché. Elle était assise dans la voiture, les sourcils froncés, et pensait à la façon dont la famille Myrmode avait connu sa fin dans le roman. C'était la famille des principaux méchants que tout le monde craignait et méprisait. Même au sein de la famille, la lutte pour le pouvoir ne cessait jamais.
il n'est pas surprenant que des décès soient signalés quotidiennement. Ils arrivèrent au château tard dans la nuit. Il était plongé dans l'obscurité. Seul un écho lumineux illuminait son égo, le rendant encore plus sombre. Et maintenant, ils arrivèrent au château de la tristement célèbre famille Myrmode. Père était assis à côté d'elle. Il se tourna vers elle, lui sourit d'un air rassurant et lui demanda si elle allait bien. Avait-elle des vertiges? Sienna regarda son visage souriant et joyeux et réfléchit. Ce qui l'inquiétait le plus maintenant, c'est qu'il n'y avait aucun personnage nommé Mathias dans le roman. Il sortit de la voiture et l'aida à sortir. Puis il la prit dans ses bras et ils allèrent au château. Sienna pensa qu'étant donné la nature tendre de son père, serait-ce un personnage de figurant tué sur le coup? Elle doutait que son père ne soit pas à sa place dans une telle famille. Ego fut ramené à la vie après son départ volontaire pour le village. Il n'est pas de ceux qui se battront pour la place d'héritier. Mais est-ce qu'il en est capable, celui qui se soucie de la couleur du ruban pour les cheveux de Sienna? Il cédera volontiers cette place à quelqu'un d'autre. Elle pensait que dans une telle situation, si les voleurs commençaient à se moquer de son père, de nouveau, l'imagination de la fille commença à peindre des images terribles où son père était ensanglanté et essoufflé. Elle soupira lourdement et Lord Mathias, remarquant son lourd soupir, lui demanda à quoi elle pensait. La jeune fille leva la tête et le regarda de ses yeux verts brillants. Il lui était difficile d'exprimer avec des mots tout ce à quoi elle pensait. Ils étaient assis à une grande table. Son père la tenait dans ses bras. Sienna se demandait comment il survivrait dans un tel endroit. Elle resta silencieuse. Il lui toucha le front avec anxiété, puis dit qu'elle devait être fatiguée d'avoir fait un tel voyage en voiture jusqu'ici. Et il lui suggéra de terminer sa conversation et d'aller dormir. Elle regarda son père, il semblait toujours insouciant et joyeux, et elle pensa qu'en ce moment, elle s'inquiétait pour leur survie. Dans ce monde, elle vivait comme une villageoise ordinaire qui passait la journée à attraper des écrevisses. Ou bien, elle mangeait le ragoût préparé par son père, rêvant de chaque détail. Mais maintenant, elle n'avait plus le choix. En tant que personne qui vit une seconde vie, elle utilise chaque once de son expérience pour ramener une vie heureuse avec son père. Elle se tourna vers lui et lui dit qu'elle le protégerait à tout prix. Ses yeux devinrent grands comme deux pelouses vertes et l'anxiété s'y lisait. Les portes de la salle d'audience s'ouvriront et le voleur apparaîtra certainement. Elle s'accrochait à lui, pensant qu'elle n'avait pas peur, car c'était sa seconde vie. Papa lui caressait la tête pour essayer de calmer le bébé. Il sourit doucement et dit qu'elle n'avait pas besoin de le protéger. Il lui passa de nouveau la main sur la tête. Et puis il dit d'un ton sérieux qu'il la protégerait, sa précieuse fille. Une note inquiétante résonnait dans sa voix. Sienna se souvenait de l'époque où ils vivaient au village. Papa était affectueux et la serrait dans ses bras. Comment il marchait dans la rue et il la portait dans ses bras, la jetait dans le ciel et elle riait de façon incontrôlable. Il la traitait toujours avec beaucoup de tendresse et d'attention. Elle sentait toujours ses mains fortes, avec lesquelles il la tenait et la serrait dans ses bras. Elles étaient son refuge. Elle pensait simplement que son père avait de grandes mains fortes. C'était peut-être grâce à son travail acharné. Bien qu'il ne soit pas un boxeur, ses veines ressortent beaucoup. La jeune fille regarda son père. Ses yeux brillaient de l'expérience, et elle pensait que tout cela était le fruit de sa vie difficile. Elle répéta qu'elle le protégerait. Mathias la regarda et l'appela doucement « ma fille » en disant qu'elle ne parlait même pas très bien. Il la prit dans ses bras et rit, l'appelant « chiot ». Sienna rit aussi et dit que même s'il était agacé, elle le protégerait quand même. Il la regarda gentiment et dit qu'il était ennuyé, mais qu'il espérait que Sienna était heureuse. Mathias a ajouté qu'il voulait que Sienna soit toujours en bonne santé et heureuse. Il a pointé un doigt sur sa joue potelée et lui a demandé de vivre la vie d'un enfant ordinaire. Sienna le fixa du regard. Son regard devint sérieux et elle pensa que non, le bon papa ne la protégerait pas. Elle sentit qu'une grosse main noire était déjà suspendue au-dessus de lui et qu'il avait besoin d'aide. Dans son imagination, elle a dessiné des images de Mathias tué par cette famille diabolique. Et maintenant, son corps sans vie gît sur le sol. Il se pencha vers elle et lui demanda si elle pouvait lui promettre de vivre comme une enfant ordinaire.
Sienna pensa que, face à un tel comportement de son père, elle ne pouvait que céder. La fille pensait que si elle ne faisait pas semblant et ne se comportait pas comme une enfant, papa aurait l'air plutôt sombre. Elle se souvenait de l'époque où ils vivaient au village et prenaient le petit déjeuner ensemble. Son père lui avait demandé si elle ne voulait pas manger de carottes. La fillette avait répondu qu'elle n'était pas savoureuse. Il était contrarié et a dit tristement qu'alors les carottes de Dangdora et Dangdu seraient contrariées et il a exigé qu'elle s'excuse auprès d'eux. Déconcertée, la jeune fille demanda ce qu'elle devait vraiment faire. Elle semblait sur le point de pleurer. Mais Mathias a dit très sérieusement que si elle ne s'excusait pas, la carotte paierait. Sienna comprend-elle cela? Et puis, Sienna a dû s'excuser auprès de la carotte et a dit qu'elle était désolée. Même si elle avait l'air d'avoir 5 ans, ce n'était pas le séas à l'intérieur. Et papa répétait toujours la même chose. C'était une enfant qui méritait d'être aimée et une bonne enfant. Et lorsqu'elle accepta cette fois, il dit avec joie que c'était merveilleux et qu'il était très heureux. Il l'appela sa belle-fille. Sienna pensa qu'elle devait protéger l'innocence de son père. On entendit des bruits de talons dans la pièce. Quelqu'un marchait vers eux. Elle sentit son père resserrer ses bras, la serrant dans ses bras. Ils restèrent assis en silence, regardant celui qui s'approchait. C'était une femme. Elle portait un chemisier noir et un pantalon vert. Ses cheveux étaient noirs, comme ceux de son père. Ils encadraient son visage de mèche et tombaient sur ses épaules. Mathias couvrit la tête de Sienna avec sa main et, la tenant contre sa poitrine, dit à la femme qu'il ne s'était pas vue depuis longtemps et l'appela « mère ». La femme plissa les yeux et renifla, puis lui demanda ce qu'il disait. « Maman ?» Elle lui demanda s'il la considérait toujours comme sa mère. Mathias était méfiant et demanda « Comment peut-il alors l'appeler Madame Rucella ?» Sienna ne comprenait pas pourquoi leur retrouvaille était si tendue. Puis, elle fit remarquer que son père l'appelait Rucella. La duchesse Rucella était la souveraine de la Tour suprême. Dans sa jeunesse, elle a tué tous les magiciens avec lesquels elle s'était entraînée dans la tour et l'a capturé. Parmi tous les magiciens, jusqu'au 12e rang, le 4e était considéré comme le plus élevé, mais son talent les dépassait. Sienna la regarda furtivement et pensa que, d'après le roman, il la traitait désormais comme une vieille dame à la retraite. Mais autrefois, elle était à la tête d'une maison aristocratique et crapuleuse. Sienna pensait qu'après avoir gagné sa faveur, elle lui demanderait de les aider à s'échapper d'ici. Rucella s'assit à la table à l'opposé de la sienne et dit que puisque Mathias était déjà rentré chez lui, il devait comprendre qu'il ne pourrait pas partir en utilisant uniquement ses propres forces. Elle a également ajouté qu'il comprenait lui-même qu'il pouvait soit devenir héritier, soit être exilé et devenir un fugitif, soit mourir. Mathias dit que ce n'était rien, et Sienna pensa que si ce n'était pas un exilé, alors un cadavre? Être l'héritier de son père est trop dangereux. Elle voulait quitter ce château. Elle regarda Rucella droit dans les yeux. On dit que si on est attrapé par un tigre, on peut survivre en gardant son calme. Elle décida alors qu'il était nécessaire de se ressaisir. Rucella demanda soudain « Qui désigne Sienna du doigt ?» La fille demanda « Que demande-t-elle à son sujet ?» Son expression était terrible. Et puis Rucella demanda « Qu'est-ce qu'un pot de miel enveloppé dans un chiffon ?» Sienna fut surprise. Elle pensait que papa ne lui cousait pas de beaux vêtements. Il lui cousait toutes sortes de tenues et disait qu'il apprendrait bientôt à se servir d'une machine à coudre. Et Rucella parle des chiffons, et elle a lâché que ce n'était pas une égratignure. Et elle a ajouté que papa la lui avait cousue. Rucella ricana et Mathias dit que Sienna était sa fille et lui proposa de lui dire bonjour. Sienna s'inclina devant elle et lui dit bonjour. Elle se couvrit la bouche de la main, même si elle voulait ajouter la duchesse Rucella. Elle était contrariée de ne pas pouvoir quitter le château seule, mais il y avait une chose dont elle était reconnaissante. Grâce à l'original, elle avait su conquérir la duchesse. Mais la duchesse n'était pas aussi enthousiaste. Elle demanda pourquoi il avait amené sa fille ici. Mathias répondit qu'il voulait la présenter à sa mère. La femme lui prit la tête et dit qu'elles en parleraient plus tard. Il y avait quelque chose à dire sur l'héritage. Elle dit qu'il s'agissait avant tout de l'héritage du démon, mais elle n'eut pas fini. Mathias l'interrompit et s'exclama « Maman !»
et il proposa d'en parler plus tard. Sienna entendit ces paroles sur l'héritage démoniaque. La jeune fille réfléchit. Elle en entendait parler pour la première fois. Était-ce dans l'original? Est-ce qu'elle l'a raté? Ou... Soudain, un rayon de lumière jaillit derrière la duchesse. Il était si brillant et aveuglant qu'une expression démoniaque apparut sur son visage. Cette lumière semblait presser Sienna contre la chaise sur laquelle elle et son père étaient assis. Pendant ce temps, Rucella a déclaré que son arrogance n'avait pas changé d'un iota. Elle a dit qu'elle ne voulait que le vaincre. Sienna était horrifiée de penser que la duchesse déteste être interrompue. « Tiens, je voulais dire que le père est un imbécile. Même si tout semble normal, ce n'est pas suffisant. À ce rythme-là, elle ne s'enfuira pas, mais deviendra la proie des corbeaux. On ne voulait pas ça. » Elle a décidé qu'apparemment, il était temps d'utiliser cette carte. Elle se leva des mains de son père et lui dit qu'elle reviendrait bientôt. Il la regarda avec méfiance. Il demanda avec crainte où elle était. Mais la jeune fille se retourna et alla vers la duchesse. Rucella lui a demandé ce qui n'allait pas chez elle et l'a appelé un petit pot de miel. Elle s'approcha d'elle et, regardant la duchesse avec des yeux verts brillants, appela sa grand-mère. Mathias se leva d'un bond et appela sa fille pour l'avertir. Mais la fille a continué la conversation avec la duchesse et a dit que si elle est la mère de son père, alors elle est la grand-mère de Sienne, n'est-ce pas? La fille a souri drôlement et a dit qu'elle était heureuse de vous rencontrer. Puis elle joignit les mains et demanda « Pourquoi grand-mère ne la regarde-t-elle pas ?» Elle fit appel à tout son charme. Mais pour que cette opération réussisse, il était nécessaire que la duchesse l'observe. Et la jeune fille demanda mentalement à Rucella de l'observer attentivement. Mais elle n'était pas là. On aurait dit qu'elle avait tourné le dos à Sienne et qu'elle n'avait pas l'intention de regarder dans sa direction. Duchesse Rucella Mirmod. Elle contemplait les vestiges de la guilde des voleurs M détruite. Il semblait qu'il ne restait plus une once de vie au milieu de ce chaos. Mais elle a secrètement aidé les enfants à s'échapper par un chemin secret. Personne à Mirmod ne devrait le savoir. L'impitoyable seigneur de la tour fait preuve de clémence, difficile à imaginer. C'est ce que disait le roman original. Sienna était assise devant un livre. Elle pensait que si son hypothèse était correcte, la duchesse s'interrogeait sur la faiblesse des enfants. Naturellement, tous les enfants sont terrifiés par Rucella. Même les enfants issus de familles malfaisantes s'enfuient en hurlant, la traitant de sorcière maléfique. Sienna n'abandonna pas. Elle lui dit gentiment qu'elle lui manquait terriblement. Et il appela de nouveau sa grand-mère pour lui demander si elle ne lui manquait pas. Mais la duchesse resta catégorique. Elle ouvrit la bouche et déclara qu'elle était la duchesse de la haute tour. Et Sienne ne pouvait pas simplement l'appeler grand-mère. La jeune fille, sous le charme, dit qu'elle comprenait et l'appela Madame. Sienna pensait que son charme sur la duchesse ne fonctionnait pas. Sienna pensait pouvoir rester en retrait un moment. La jeune fille était au moins satisfaite d'avoir réussi à distraire la duchesse du pape. Et c'était déjà sa petite victoire. Soudain, Rucella toussa et regarda le bébé. Elle ricana et dit avec un joli sourire que Sienna se comportait plutôt sans vergogne. Elle était attristée d'avoir été dénoncée, mais elle a quand même demandé pardon pour son comportement. La duchesse regarda le bébé avec un regard perçant, puis dit que les enfants n'osaient pas la regarder dans les yeux pendant assez longtemps. Mathias s'est approché de sa fille et l'a prise dans ses bras et lui a demandé de suivre ses paroles. Il serra l'enfant contre lui et dit qu'il reprenait Sienna. La fillette, effrayée, se demanda pourquoi son père, si stupide, interrompait encore sa grand-mère. Mais, cette fois, la duchesse les regarda simplement en silence. La fillette fut surprise de voir que cette fois, sa grand-mère ne s'était pas fâchée. Elle s'assit dans les bras de son père et le serra dans ses bras. Sienna pensait qu'elle pourrait réessayer, et soudain, elle agita la main et dit « Au revoir », appela à nouveau la duchesse grand-mère. La femme s'occupa d'elle, et Sienna fut à nouveau surprise que Rucella lui réponde. Et quand elle et son père quittèrent la pièce et qu'il la remit debout, elle déclara joyeusement que tout allait bien et que nous pouvions passer à l'étape suivante. Une servante la rejoignit et l'invita à passer, l'appelant Dame Sienna. Il resta seul dans la pièce avec la duchesse. Elle demanda le nom de la jeune fille, Sienna. Mathias fronça les sourcils. Et la duchesse continua en disant qu'elle avait beaucoup grandi.
Elle se souvenait d'elle comme d'une toute petite fille. Ses cheveux et son visage diabolique, ainsi que cette naïveté obstinée, tout cela lui rappelait sa mère. Mathias se retourna et dit que Rukel ne devait pas s'inquiéter pour Sienne, mais elle se moqua de lui en réponse. Rukela lui dit qu'il pouvait se calmer. Dès que la fille perdrait sa virginité, tout cela passerait. Depuis, Mathias parle avec beaucoup d'audace. Il a dit qu'elle connaissait son caractère. Mais Rukela rit de nouveau et dit qu'elle le savait trop bien. C'est pourquoi elle utilisait son ego comme un pion. Elle a dit avec hauteur qu'elle était une femme morte et une fille, qu'il avait protégée pendant 5 ans, cachant son caractère. Il a presque tout perdu, mais il a conservé le plus précieux. Pas étonnant qu'il soit devenu si fort et impitoyable. Elle s'approcha de lui, face à face, et l'avertit de ne pas oublier que beaucoup de gens l'opposaient à lui, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la famille. Et tout cela à cause de ses exploits diaboliques. Mais Mathias répondit calmement qu'il ne perdrait contre personne. Ses poings se sont serrés involontairement, et des veines pleines de sang y sont apparues. Et il a ajouté cela, surtout avec sa fille ici. Rukela répondit qu'elle comprenait et proposa de préparer la formation du successeur. Elle lui demanda également de bien laver ce pot de miel, c'est-à-dire la petite Sienna, avant la formation. Sienne fut accueillie et présentée aux servantes qui lui annoncèrent qu'elle la servirait. Dans les romans fantastiques, les servantes médiévales lui sourient généralement gentiment et la réveillent doucement, lui annonçant qu'il est temps de se lever. Ils proposent ensuite un petit déjeuner à base de bœuf bourguignon et de délicieuses pâtes. On lui prépare aussi du thé à la framboise. Et tout cela est présenté ainsi. C'était une belle vision, mais la réalité s'est avérée cruelle. Mais quand elle vit ses servantes dans ce château, elle fut immédiatement effrayée. C'étaient des hommes robustes, aux bras puissants et aux muscles d'acier sur le dos. C'étaient des femmes maussades et viriles, vêtues de costumes de servantes. Elle s'attendait à être ses servantes. Sienna pensait que même les servantes de la maison des voleurs étaient d'un tout autre niveau. Elle sourit gentiment et dit qu'elle était heureuse de les rencontrer, les qualifiant de grandes et nobles servantes. La jeune fille pensa qu'elle ne devait pas avoir peur d'elle. Techniquement, son rang était supérieur au leur. L'un d'eux dit qu'il l'escortait jusqu'à la flèche. La jeune fille se demandait pourquoi elle était là, mais ils lui expliquèrent que ses appartements se trouvaient dans la flèche nord. Sienne pensait que c'était la pire séquence d'événements possible, flèche nord du duché de Mormode, un lieu qui était utilisé pour les exécutions et où les membres de la famille de rang inférieur vivaient leurs derniers jours. Elle était accompagnée de ses domestiques et se demandait ce qu'elle devait faire. Son père allait-il vraiment mourir? La jeune fille pensait que son père, naïf, ne se doutait probablement de rien. Elle devait dissiper l'ombre de la mort qui planait sur cet endroit. Ils atteignirent les marches et Sienna commença à les gravir. Mais elles étaient si hautes qu'elle dut céder de ses mains. Au bout d'un moment, lasse, elle se demanda avec colère. Pourquoi y a-t-il autant de marches ici? Elle semblait sur le point de mourir. Elle se tourna vers ses servantes, les appelant dames de compagnie. Sienna hésita un peu, puis dit que ses jambes lui faisaient mal et demanda si quelqu'un pouvait la porter, s'il vous plaît. Mais leur réponse la surprit. Tels des blocs de pierre, ils comprirent qu'un esprit sain réside dans un corps sain. Fiers de leur apparence physique, ils ne cédèrent pas à la paresse. Sienna aurait voulu crier qu'ils étaient des servantes. La jeune fille crut qu'elle allait gravir ces marches, mais rien ne pouvait la sauver et elle poursuivit son chemin, maudissant ce duché. Elle se demandait « Que peut-elle bien faire ici ?» Quand elle arriva enfin dans sa chambre, elle était si fatiguée qu'elle sembla jeter ses patins. Les femmes de chambre lui dirent que c'était sa chambre. Et ce n'est qu'après avoir repris son souffle que Sienna regarda autour d'elle. Il faisait sombre. Il y avait des toiles d'araignées dans les coins, de la boue dans la pièce, et des oiseaux avaient fait leur nid sur une fenêtre. Les femmes de chambre dirent qu'elles n'étaient pas encore complètement nettoyées et demandèrent d'attendre encore un jour. Sienna était si furieuse face à une telle attitude
qu'elle crut qu'elle allait cracher du feu. Elle était outrée que ce duché soit aristocratique. Leur style est une moquerie mesquine. Et les servantes ne s'inquiétaient que de 20 000 pas. Encore un peu, et elle risquait de se faire gronder. La jeune fille pensait que non seulement la protection de son père, mais aussi l'insulte à sa fierté humaine ne lui serait pas impunie. Elle pensa alors que C.S. Servante devait être de mèche avec les ennemis de son père. Elle essaya de se rappeler si le roman parlait d'elle. Elle décida qu'elle devait d'abord sortir de cette pièce moisie. Et décidée de la suite, Sienna alla à la porte et attrapa un gros anneau métallique avec sa poignée pour frapper à la porte et appeler les domestiques. Des traces de rouille subsistaient sur ses mains. Au début, elle regarda sa main avec perplexité. Et puis une pensée lui est venue et elle était heureuse. Elle a trouvé une issue. Il faisait nuit dehors. La lune illuminait tout autour. Sienna était allongée dans son lit et son père était assis à côté d'elle. La fillette ouvrit les yeux et dit qu'il était si heureux que sa température est un peu baissée. Le bébé était allongé, une compresse sur la tête. Elle a dit que tout allait bien pour elle et a ajouté que le père devrait également se reposer. Il lui dit avec enthousiasme qu'il dormirait à ses côtés. La fille ferma les yeux et dit qu'elle était vraiment désolée. Il s'inquiétait de la douleur qu'elle ressentait. Au bout d'un moment, elle sortit. Mathias travaillait avec d'autres ouvriers. La jeune fille regarda les arbres et demanda, stupéfaite, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Mathias demanda, « Qu'est-ce qui est mieux ?» Il sourit et lui dit que s'il y avait des fruits, le corps deviendrait plus fort. Il les planta donc pour que sa fille ne soit plus malade. Elle fut impressionnée par ses soins. Il lui proposa de vivre longtemps et en bonne santé avec elle, la considérant comme sa fille chérie. Sienna se souvenait maintenant de cette situation. La nuit tombait également sur la tour de l'aile nord. C.S. Servante ne se souciait de rien d'autre que d'elle-même. Elle répétait sans cesse que les étirements étaient nécessaires pour préparer le bain. Et de temps en temps, elle se musclait, affirmant que le repos entraînait la fonte musculaire. Ils firent le tour de la salle de bain et se demandèrent si ses muscles avaient grossi. Le deuxième répondit qu'aujourd'hui, il avait établi un nouveau record au tirage à la barre. Il voulait en faire plus. L'un d'eux a dit d'un ton maussade que s'ils avaient cette poudre magique, leurs muscles deviendraient encore plus forts. Il rêvait de lui. Pour les amoureux de la salle Vidrasil et de l'arbre-monde Protéine et de l'ingrédient Ego, la légendaire poudre de cocotier a contribué à la transformation d'une personne mince et discrète en un canard surpuissant et musclé. Sienna entra dans la pièce juste au moment où ses servantes discutaient du fait que tout le monde achète cette poudre pour renforcer son corps, à cause de laquelle elle est terriblement chère, et elles ne pouvaient pas se le permettre avec leur salaire. La jeune fille interrompit leur conversation et demanda si l'eau était prête pour son bain. Une des servantes dit qu'elle aiderait Sienna à se changer. La jeune fille réalisa que les glaces étaient horribles avec une fille aussi mignonne. Elle pensa que si elle avait des muscles, il serait peut-être plus affectueux et elle décida que œil pour œil, dent pour dent, muscle pour muscle. Sienna sourit gentiment et le complimenta, disant qu'ils avaient des muscles tout simplement incroyables. Les domestiques l'aidèrent à entrer dans la salle de bain et la remercièrent pour ses gentils mots. Ils lui savonnèrent la tête et la jeune fille demanda soudain à voix haute « Y avait-il quelque chose dans leur bois qui puisse renforcer les muscles ?» Elle répondit elle-même à sa question, disant qu'il semblait y avoir des simulateurs. Puis elle s'est remise et a dit que non. C'était comme un médicament, la poudre d'un arbre fruitier. C.S. Servantes dressèrent l'oreille. Elles demandèrent encore « De quoi parle-t-elle de cette poudre ?» Sienna plissa les yeux d'un air malicieux et répondit que oui, beaucoup de poudre de coco. Mais elle prévint que cet endroit était vraiment hostile. Mathias retourna à la tour nord tard dans la soirée. Il observa la flèche et pensa qu'il était dangereux pour Sienne de vivre ici. Il commença à monter les escaliers et pensa encore une fois qu'ils étaient très hauts. Et puis, j'ai pensé à ces servantes. On disait beaucoup d'elles et en général, elles étaient très dures et ressemblaient plus à des loups qu'à des humains. C'est ainsi qu'on les appelait, les cerbères de la tour nord.
Il ouvrit la porte de la salle de bain et la première chose qu'il demanda fut comment Sienna se sentait. « Tout va bien ?» Derrière le large dos des servantes, il ne voyait que des mèches de ses cheveux. Il avait peur. Que fabrique-t-elle? Quelqu'un les aurait-il déjà soudoyés? Des pensées traversèrent l'esprit de Mathias. Il pensa que, dans ce cas, il romprait immédiatement avec eux. Mais la seconde suivante, il entendit la voix joyeuse de sa fille. Elle lui dit avec enthousiasme « Maintenant, on continue !» Les servantes la prirent dans leurs bras et la soulevèrent bien haut au-dessus de leur tête. La jeune fille s'exclama « Lady Sienna est une aristocrate !» Et les servantes répétèrent à l'unisson. Mathias regarda sa fille s'exclamer à nouveau qu'elle était magnifique, et les servantes lui firent immédiatement écho. Il réalisa que, comme il l'avait pensé, ces servantes se soumettaient également à la douce sienne. La fille rit encore et dit que c'était bien. Elle demanda s'il apporterait les fruits du cocotier, et elle ajouta qu'elle ne croyait qu'en eux. Puis, elle aperçut son père et, criant « Papa », se précipita vers lui. Mathias sourit joyeusement et demanda « S'était-elle déjà rapprochée des aînés ?» Il était heureux de la tenir dans ses bras. Un sourire illuminait son visage. Il lui demanda si elle dormirait avec lui aujourd'hui. La fille répondit joyeusement que bien sûr, elle dort toujours avec papa. Mathias dit qu'il devrait ensuite aller dans sa chambre. Il lui demanda ensuite de dire au revoir aux anciens. Les servantes devinrent sombres en voyant Mathias. Elles ne le reconnurent pas immédiatement. Il était complètement différent de ce qu'il était auparavant. La jeune fille se tourna vers ses servantes et leur dit qu'elle se reverrait plus tard. Elle leur sourit en guise d'adieu. Pendant ce temps, Mathias, derrière son dos, faisait signe aux servantes de se taire et de suivre leurs paroles. Il expliquait clairement qu'une malédiction pouvait tuer quelqu'un en une journée. Sienna, sans rien remarquer, souhaita bonne nuit à tous. La porte se referma derrière eux et Mathias serra sa fille encore plus fort contre sa poitrine. Pendant ce temps, elle trouvait ses servantes si naïves. Elle se souvenait des arbres que son père avait plantés. Quand il les a posés, elle ne savait même pas ce que c'était. C'était génial de les manger sans jamais tomber malade. Bref, des cocotiers magiques poussent partout dans leur jardin. Au moment de se coucher, Sienna demanda à son père de lui apporter plein de cocotiers. Et il lui promit qu'il lui apporterait tout ce qu'elle désirait. La fille ferma les yeux et il passa sa main dans ses cheveux et lui demanda quels arbres son père avait plantés. Elle répondit qu'elle n'aimait que ceux qu'il avait plantés, des cocotiers plantés par son père, purs et bienveillants. Elle ouvrit les yeux et le regarda, pensant que seul son père et Lord Myrmod pouvaient le penser. Comme c'était dur et solitaire pour lui, il lui souhaita une bonne nuit. Elle s'endormit et se souvint de comment il vivait à la campagne, comment il plantait des plantes. Sienna pensa que maintenant tout allait bien. Papa n'était plus seul. Elle a décidé de protéger sa famille, ce dont elle n'avait même pas rêvé avant sa renaissance. Une famille aimante. Elle ferma les yeux et s'endormit. Le lendemain, Sienna retrouva ses servantes dans la salle d'entraînement du château de Myrmod. Elles étaient ravies et lui racontèrent avec enthousiasme qu'elles avaient écrasé le fruit qu'elle leur avait donné à main nue et l'avaient mangé. Après cela, elles firent 1000 flexions. Leur corps leur semblait si léger. Les servantes regardaient Sienna avec adoration. Elle semblait lui être dévouée pour la vie. Sienna sourit et pensa « Ne sont-elles pas des monstres ?» Ils ont dit que Sienne aussi avait besoin de s'entraîner. Et ils ont ajouté que la duchesse parlait de tout cet entraînement. Mais la jeune fille leur a demandé d'attendre un peu et a promis de revenir dès qu'elle aurait terminé. Sienna sortit. Elle trouva le temps agréable et le jardin magnifique et décida d'aller se promener. Il y avait d'autres enfants dans le jardin. Tiens, c'est devenu intéressant. Est-ce que ce sont les invités de l'excursion? Elle se demandait si l'un d'eux étudierait avec elle, et elle espérait toujours qu'ils deviendraient amis. Les enfants remarquèrent Sienna et restèrent là, stupéfaits. Ils la regardèrent en silence, sans manifester le moindre désir de communiquer. La fille sourit doucement, avec tout son charme. Mais les enfants froncèrent encore plus les sourcils.
Une fille aux cheveux couleur paille ornée d'un ruban rose se montra mécontente que Sienna la regarde. Le garçon dit qu'on parle tellement d'elle, ils dirent qu'elle était encore plus laide qu'ils ne le pensaient. Et tout cela parce que le sang maudit des méchants coule dans ses veines. Ils encerclaient Sienna et elle se sentait mal à l'aise. Un des enfants a dit que sa mère pensait que son père allait bientôt mourir. Les enfants ont compris et quelqu'un a demandé « Sienna deviendrait-elle alors une vilaine orpheline ?» Quelqu'un d'autre a souri et a dit qu'elle n'avait pas de chance. Sienna écoutait leurs paroles en silence. Elle était bouleversée et les enfants continuaient à chuchoter avec malice, sans lui prêter attention. Ils se demandaient pourquoi elle se comportait avec autant d'arrogance, alors qu'elle allait bientôt mourir de toute façon. Quelqu'un avait parié que c'était son papa qui avait appris cela à Sienna. Le garçon qui se tenait à côté de lui a dit ouvertement que des personnes aussi faibles et mauvaises n'avaient pas leur place dans leur famille. Sienna pensait-elle qu'on disait qu'elle se ridiculisait, même si elle allait mourir de toute façon? On disait qu'elle était faible et méchante? Étrange conclusion. Elle se souvint encore de l'époque où ils vivaient dans leur maison de campagne. Son père lui demanda avec précaution ce qui n'allait pas avec son stylo, car il était gonflé à cause de la piqûre. Il était très inquiet pour elle, et dans sa voix, on percevait de l'attention et de la compassion, pas de la colère. Elle se tourna vers son père. Il a pleuré parce que ça devait faire mal. La fille serra son poing dans les plis de sa robe. Elle pensait à la façon dont C.S. Jean, sans valeur, la rendait folle. Et puis elle demanda ouvertement, en se tournant vers l'enfant qui se tenait le plus près, de quoi il parlait d'elle. Mais les enfants échangèrent des phrases moqueuses sur ceux qu'ils avaient entendus, sur ceux qu'elle avait dit. Un garçon demanda avec insolence. Que lui a-t-elle dit? Ils la traitèrent de nouveau d'enfant au sang de voleur et lui demandèrent qui elle s'imaginait être. Des larmes perlèrent dans les yeux de Sienna. Elle a souri, mais les enfants ont commencé à la taquiner en disant qu'elle, essayait-elle de pleurer? Mais la fille a crié qu'ils avaient traité sa grand-mère de méchante. C'était une accusation grave. Et les enfants ont immédiatement crié de peur qu'il n'y avait pas. Entendant la dispute entre les enfants, les servantes de Sienne se précipitèrent vers elle. Elles ressemblaient à des chiens de chasse et avaient une apparence terrifiante. L'un d'eux demanda ce que Sienna avait dit. Les poings de la servante étaient serrés et on aurait dit qu'elle allait se jeter sur quelqu'un. La jeune fille prétendit alors être la petite fille de la duchesse, mais les enfants prétendirent qu'elle avait un sang maléfique. Sienna fondit en larmes et les enfants commencèrent à s'excuser, prétendant que ce n'était pas vrai. Le voyou cria qu'elle avait tort et la traita d'idiote. Mais Sienna ne s'est pas laissée troubler et lui a demandé ce qu'il voulait dire, que sa grand-mère était une idiote. Mais les enfants se sont mis en colère et ont crié qu'elle portait un enfant. Elle hurlait qu'il y avait de l'urine, qu'ils ne pouvaient pas prendre ça au sérieux. Des larmes coulaient sur ses joues. La duchesse était sa grand-mère. Voleur est un gros mot. Le garçon s'est approché d'elle et elle a continué à crier que s'il insultait sa grand-mère, il aurait des problèmes. Le garçon l'a interpellée en serrant le poing. Et puis, il l'a amenée sur Sienna et lui a ordonné de se taire. Il a frappé avec l'intention de toucher Sienna. Mais avant cela, il a dit qu'il n'avait pas dit ça. Sienna plissa les yeux en attendant le coup. Mais son ego ne le suivit pas. La jeune fille se couvrit instinctivement le visage avec ses mains. Et lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit que l'énorme main de la servante l'avait protégée du coup. Elle regarda Sienna et lui demanda si elle allait bien. La fille répondit par l'affirmative et la remercia pour son aide. Elle regarda le voyou par-dessus la main de la servante et pensa qu'il l'avait surprise à frapper quelqu'un de plus petit que soi. C'est dégoûtant. Elle lui demanda s'il pensait que sa grand-mère découvrirait toutes les choses dégoûtantes qu'elle avait entendues aujourd'hui. Et la servante répondit que c'était fort possible. La fillette observait les autres servantes qui se tenaient à l'écart et n'intervenaient pas dans le conflit. Elle disait qu'elle allait bien, qu'elle avait même entendu des insultes. Elle était courageuse. Mais si sa grand-mère entend cela, à quel point cela lui fera-t-il mal au cœur? C'est pourquoi c'est un secret. Ses yeux brillaient, des larmes brillaient encore sur ses cils,
mais elle pensait que c'était la compétence la plus puissante. C'était un secret pour sa grand-mère. Effet de compétence. Propagation de rumeurs incroyablement rapide. Les servantes s'enfuirent aussitôt. Sienna les suivit, convaincue que la vérité, quelle que soit l'époque, était la meilleure des compétences. Vu l'effet produit, la duchesse le découvrirait dans 5 minutes. Si quelqu'un dit quelque chose de mal, il doit être puni. N'est-ce pas ce que disent les adultes? Si tu tolères tout, alors tu es un imbécile. Sienna pensait que maintenant, par peur, il se tairait. Son père n'entendrait plus ces gros mots. Elle décida d'oublier, il était temps d'aller en cours. Les cours avaient lieu dans l'annexe du domaine. Là, elle rencontra un garçon nommé Léonard. Il avait les yeux bleus et un masque noir sur le visage. Il regrettait d'en être arrivé au point où il avait commencé à suivre des cours avec la tristement célèbre fille du duc Mathias. Le garçon baissa la tête, ferma les yeux et réfléchit. D'après ce qu'il a appris, c'est une personne assez intéressante. Il était également attristé par le fait que quelle honte pour le duc Mathias, il allait la tuer. Mathias Myrmode, le plus fort, le plus beau et le plus cruel de tous les membres de Myrmode. Un homme qui tuerait ses proches s'il se révélait inutile. Le garçon se tourna vers Sienna et l'appela Châtaigne, lui demandant son nom. Et il se demanda, s'il était prêt à tuer des adultes, que pouvait-il dire d'une telle enfant? Elle se tourna vers lui et dit qu'elle n'était pas Chestnut, mais Sienna. Il demanda à nouveau, « Qu'est-ce que Sienna Myrmode ?» La jeune fille acquiesça. Il la regardait, mais elle n'était pas là. C'était étrange. D'habitude, les enfants s'intéressent à son masque, mais elle ne s'en soucie pas du tout. Il se dit que c'était peut-être prévisible. Elle avait dû grandir dans un environnement où la curiosité était interdite. Il lui demanda à nouveau si elle était la fille de ce même Mathias. Sienna bâilla et, sans se tourner vers lui, répondit que oui. Il pensa qu'elle bâillait, donc elle devait cacher ses émotions. Léonard pensait que s'il était à sa place, il pourrait le savoir. Vivant dans l'ombre d'un autre, pour lui, Leonardo Myrmoda, c'est clair comme de l'eau de roche. Cet homme, Mathias, tuerait quiconque se mettrait en travers de son chemin, même un enfant. Apparemment, cette fille s'est battue pour survivre, esquivant son épée. Il la regarda à nouveau et en vint à la conclusion que même si elle avait l'air petite, faible et mignonne, il se rattrapa et commença à se réprimander en pensant à quelque chose de complètement différent. Il se tourna vers Sienne et dit que dans l'histoire de leur famille, il n'y avait personne comme Lord Mathias. Sienna s'est montrée intéressée et a confirmé ses dires, affirmant que c'était vrai. Elle lui a demandé comment il l'avait découvert, et le garçon a remarqué qu'elle manifestait maintenant de l'intérêt. Il regarda comment son visage prenait vie et cette étincelle dans ses yeux. Léonard se souvient que lorsqu'il pense à ceux qui se moquaient de lui, la même flamme apparaît dans les yeux de son ego. Il la regarda à nouveau et remarqua à nouveau un regard brûlant et des joues roses. Léonard replongea dans ses pensées. Il agita nerveusement les doigts sous l'effet de la tension. Le type conclut que, comme il le pensait, c'était son état, une forte manifestation de peur et de haine. C'est ainsi qu'il le voyait. Puis, il s'est tourné vers Sienne et lui a demandé sérieusement qu'elle ne savait pas non plus quand elle mourrait. Sa question la perturba, mais pas pour longtemps. Elle s'assit face à lui et lui dit exactement ce qu'elle voulait dire. Mais elle ajouta aussitôt qu'elle n'allait pas mourir. Léonard fut frappé par la confiance dans sa voix avec laquelle elle dit cela, puis ajouta qu'elle vivrait. Ses yeux brillaient. Il était fasciné par elle. Elle avait une telle volonté de vivre. Il a reconnu sa force, Sienna Myrmode. Et il sourit pour la première fois et dit qu'il voulait qu'elle vive. Après cela, il resta assis tranquillement, mais son sourire ne quittait pas ses lèvres. Pour une raison inconnue, il l'appelait Châtaigne et était heureux qu'elle soit si cool. À ce moment-là, la fille le regarda et se demanda pourquoi il riait autant en la fixant. Elle regarda le tableau et pensa une fois de plus que seuls elle et son père étaient normaux dans tout le domaine. Sienna soutenait sa tête avec ses mains et pensait qu'elle voulait juste se coiffer avant l'entraînement, mais un cinglé est intervenu et a tout gâché. Mais il y avait quelque chose de semblable en lui. Il raconta quelque chose sur l'histoire de leur famille et de son père.
Elle comprenait une chose avec certitude. La gentillesse de son père dans cette famille est sans précédent, et même les enfants savent qu'ils mourront tous. Elle devint soudain triste, mais Leonardo la regardait et posa donc sa main sur son épaule pour lui demander si tout allait bien. Elle n'avait pas l'air très bien, mais la jeune fille lui assura que tout allait bien. Elle se sentait comme si elle était là, elle porta la main à son cœur et continua en disant qu'elle était piquée par une épine. Pensez sur la souffrance du pape au milieu de tous ces gens terribles. Comme il était seul, elle lui prit mentalement la main et pensa que tout allait bien maintenant. Elle connaissait le contenu de l'original et le protégerait. Elle regardait silencieusement devant elle, le visage concentré et sérieux. Leonardo l'observait également en silence. Le garçon pensa qu'il lui rappelait un passé douloureux. À ce moment-là, deux hommes entrèrent dans la pièce. L'un était grand et mince, le second petit et rondouillard. Visoki le salua et dit en souriant qu'il était leur maître de stage. Un homme rondouillard se présenta comme assistant d'un professeur. Ils promirent de faire tout ce qui était en leur pouvoir. Sienna se présenta et dit qu'elle était la fille de Lord Mathias. Elle demanda les noms des professeurs. Ils ont hésité et ont dit qu'ils s'excusaient, mais qu'ils n'étaient pas autorisés à partager des informations personnelles. Sienna a dit « Qu'est-ce que c'est ?» et le professeur principal a suggéré d'aller en cours. Sienna réfléchit un instant en entendant la leçon. C'était intéressant. Quel est le niveau d'éducation des enfants dans ce monde? Elle décida d'aller voir ce que l'enfant à côté d'elle étudiait. Elle a vu la table de multiplication et a été bouleversée. Elle le savait. C'était presque pareil dans son monde. Le livre suivant s'intitulait « Un livre sur le pragmatisme de la philosophie épicurienne et la continuité de la géométrie ». Et cela surprit déjà Sienna. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait apprendre. Elle ne savait toujours pas quel était le niveau d'un enfant normal ici. Mais elle était sûre de ne pas avoir l'air stupide, car c'était sa seconde vie. Mais en même temps, elle pensait que si cela se démarquait trop, cela entraînerait l'effet inverse. Il fallait donc être prudent. Elle attira l'attention du professeur et, avec un sourire affectueux, lui demanda ce qu'il ferait aujourd'hui. Sienna décida de se laisser porter et de faire ce qu'il demandait. Peut-être qu'elle pourrait faire la moitié et y arriver. Le professeur lui a souri en retour et lui a dit que puisque c'était son premier jour, pourquoi ne pas commencer par un livre d'images? Sienna accepta, dit que c'était super, que tu pouvais faire comme ça. La maîtresse lui proposa de lire ensemble un conte de fées sur la princesse Lapin. Mais l'assistante intervint soudain dans leur dialogue. Il dit d'un ton mécontent « C'est une blague !» Tout le monde le regarda et il plissa les yeux et demanda « L'enfant de la famille Myrmode lira-t-il un livre d'images ordinaire ?» Il leur demanda d'être prudents. Une bagarre éclata entre les professeurs. Visoki affirma que Dame Sienna venait tout juste d'arriver dans la capitale. Son assistant affirma que, malgré tout, elle était membre de la famille Myrmode, n'est-ce pas? Les enfants écoutaient attentivement leur conflit, jusqu'à ce que la fillette demande « Que faire alors ?» Le professeur sourit et reprit le livre d'images. Il admira bruyamment la rondeur et la gentillesse de Sienna. Il semblait vouloir dire « Commençons plutôt à lire un livre illustré ». Mais à ce moment-là, un gros livre tomba sur son bureau et la jeune fille tituba instinctivement sur le côté. L'assistante du professeur a annoncé à haute voix que les livres d'images de Lady Sienna sont lus par des enfants de moins de 2 ans. Il a continué en disant que tout le monde sait que même si elle vivait dans un village sans aucune éducation, elle devrait pouvoir lire un livre sur les bases de l'étiquette. La jeune fille réalisa qu'il la regardait de haut, puis elle frappa le livre de sa main et le tira vers elle, en disant en même temps qu'elle allait le lire. Elle ouvrit le livre et ajouta que même s'il paraissait compliqué, elle le lirait quand même. Le jour approchait et elle continuait à tourner une page après l'autre. L'assistante du professeur se tenait au-dessus d'elle, pensant avec déplaisir qu'il voulait enseigner à l'enfant d'une personne influente. Au lieu de cela, ils lui ont confié l'enfant de l'héritier déchu, et le second était un enfant placé sous un masque, susceptible de mourir à tout moment. Il se lamentait, disant que c'était une bande de perdants. Ego, un scientifique de l'académie. Ils le prennent pour une nounou?
Il donna à Sienna un manuel d'étiquette avancé. Il décida de la briser à l'avance, afin qu'elle ne prenne pas confiance en elle. Il lui tendit un morceau de papier et lui dit qu'elle devrait, dès qu'elle le lirait, écrire immédiatement les points principaux du premier chapitre. La jeune fille répondit qu'elle comprenait, mais l'assistant ne fit que sourire intérieurement à ces paroles, comme s'il comprenait. Il décida de lui expliquer le sens de la phrase « Le plus fort survit ». Puis il tourna son regard vers Leonardo et voulut lui demander ce qu'il regardait. Son ego se détourna de l'hostilité et il dit de nouveau mentalement au garçon de se préparer, car il serait le prochain après ce village. Il tourna son regard vers la jeune fille et, une fois de plus, des mots emplis de bile tentèrent de s'échapper. Il se plaignait de sa façon de tenir le stylo, sans une once de grâce, et sa pose lui blessait terriblement le regard. Il regarda le chronomètre. Le temps pressait. Et puis j'ai pensé que la fille pouvait se mettre à pleurer à tout moment et se lamenter de ne pas y arriver, mais elle leva la main et attira l'attention sur elle. L'assistante se tourna vers elle et, la fixant du regard, lui demanda « Avez-vous des questions ?» Mais Sienna répondit qu'elle avait fini. L'assistant lui prit la lettre et la remercia pour son travail. Un semblant de sourire apparut sur son visage. Il dit qu'il fallait voir à quel point ses réponses étaient ridicules. Et aussitôt, il fixa le papier et commença à le lire. À mesure qu'il lisait, son visage se tordit et devint rouge. Le professeur, tout excité, demanda « Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des problèmes avec le travail de Sienna ?» Il a également commencé à lire et son expression faciale a également changé. Sienne se sentit mal à l'aise et demanda ce qui leur était arrivé. Les deux hommes la regardèrent et prononcèrent son nom d'une manière étrange. La jeune fille demanda à nouveau « Qu'est-ce que c'est ?» Après tout, elle n'avait écrit que ce qui lui semblait être l'essentiel. Elle craignait que ses connaissances soient vraiment erronées dans ce monde. Un grand professeur s'est approché d'elle et a mis ses mains sous ses aisselles, l'a soulevée dans les airs et a déclaré avec enthousiasme qu'elle était un génie. Cela surprit Sienna et elle pensa que quelque chose n'allait pas ici. Elle commença à être tourmentée par des doutes quant au fait que cela aurait pu valoir la peine de faire seulement la moitié de l'effort. Mais l'assistant ne se calma pas. Il répéta d'une voix tremblante « C'est un génie ?» et demanda à son collègue de ne pas exagérer. Demain, il apporterait un livre plus compliqué. Sienna le regarda et se demanda quel était son problème. N'aurait-il pas dû suivre une leçon simple? À ce moment-là, Léonard se tourna également vers elle. Il l'appela « bébé » et elle tourna la tête dans sa direction, toujours en l'air. Il appuya sa tête d'une main, un léger sourire aux lèvres. Puis il dit que, parfois, même les épreuves les plus difficiles ne peuvent pas faire oublier quelque chose. Et il dit qu'il l'avait vu. Son talent, Sienna rit joyeusement et pensa qu'elle n'avait vraiment pas réussi à cacher ses capacités. Le soir arriva et la conférence quotidienne de la duchesse Ruquel eut lieu au château de Mirmod. Elle l'écouta et, tandis qu'il parlait, ses lèvres s'étirèrent en un sourire. Avait-elle dit que ce pot de miel témoignait de son amour pour la duchesse plus que tout au monde? Mathias regarda sa mère avec incrédulité. Peu de gens la faisaient sourire, et il la voyait rarement. Il dit qu'il y avait apparemment un malentendu. Il se tourna vers le serviteur pour obtenir des éclaircissements. Mais il a dit d'une voix tremblante que la phrase « bolche-vesque » peut-être un peu exagérée, mais Sienna soutenait clairement la duchesse. La duchesse sourit de nouveau joyeusement et dit que ce pot de miel s'inquiétait pour elle. Elle ajouta que cela signifiait qu'elle s'inquiétait plus pour elle que pour son père. Au même moment, les yeux de Mathias se rétrécirent et une ombre tomba sur son visage. Et la duchesse continua en disant que, même lors de la première leçon, elle s'en était très bien sortie. Elle dit que c'était comme ça. Pourtant, elle... Mais Mathias l'interrompit et la coupa froidement, comme on pouvait s'y attendre de la part de sa fille. Un éclair jaillit entre le fils et la mère, et le serviteur resta silencieux, attendant d'autres questions ou ordres. Finalement, la duchesse déclara qu'il était nécessaire de la récompenser dignement, et elle ordonna qu'on le prépare immédiatement. Un cadeau. La servante était stupéfaite.
La duchesse voulait-elle vraiment offrir ça à une si petite fille? Mathias dit que cela plairait à Sienne. Il dit qu'il irait immédiatement à la flèche pour le lui dire. Mais la duchesse affirma qu'elle avait besoin de temps pour se préparer et lui demanda de garder le secret. Mathias accepta et ajouta qu'il était plus important pour lui de recevoir une liste de ceux qui avaient médit de Sienne qu'un cadeau. Sienna est intelligente, mais elle est si petite, si douce et si gentille. Elle semble si fragile, comme si elle pouvait se briser à tout moment. Elle a un cœur tendre. C'est une enfant qui souffre facilement. Cette famille ne lui convient pas du tout. Pendant ce temps, le serviteur la trouvait plutôt vive et déterminée, et non fragile. On dirait qu'elle brillera de 1000 feux et se grattera, quoi qu'on en dise. Mathias regarda le serviteur, le traita d'idiot et lui demanda ce qu'il savait de tout cela. Le serviteur répondit qu'une proposition avait été présentée au Sénat pour le nommer duc. Bien que Mathias ait été surpris par une telle nouvelle, il ne le montra pas. La proposition du Sénat est à double tranchant. Il est dangereux qu'un successeur non préparé prenne la place d'un juge. Il s'assit dans un fauteuil et sourit coquettement à la duchesse, lui demandant si elle voulait vraiment se débarrasser de lui. Il admit qu'il le savait et ajouta qu'il devait se préparer à une contre-attaque. Rucella se leva et dit qu'après tout, il s'était rapproché de son duché et elle suggéra qu'ils boivent chacun un verre en l'honneur de la fête. Mathias fit remarquer que c'était une excellente offre, mais qu'il était temps pour lui de rentrer. Il disait qu'il avait besoin de voir Sienne, et en même temps, son visage s'illuminait de joie. Il aimait sa fille. Se faisant passer pour un ficus et s'enfuyant de la salle de classe, au-dessus de laquelle planaient des nuages sombres, Sienna se rendit dans le jardin du domaine. Mais ses servantes lui dirent d'aller directement à la flèche nord, et la vue qu'elles eurent était terrifiante. La jeune fille le pensait en y repensant. Elle était effrayée, et même si elle savait qu'il s'agissait sans aucun doute de ses fidèles servantes, elle avait le sentiment qu'elle allait se faire prendre. Le garçon, Leonardo, suivait les servantes. Sienna remarqua son ego et se demanda pourquoi il n'avait pas peur du tout. Mais que pouvait-on attendre de l'héritier d'une famille de méchants? Il demanda pourquoi on l'amenait ici, s'il ne pouvait pas jouer un peu. Il savait qu'il n'existait aucune loi obligeant, après les leçons, à se rendre immédiatement à la flèche. Mais les servantes, indignées, le traitèrent d'imbécile et affirmèrent que c'était l'ordre de Lord Mathias, le père de la dame. Sienna écoutait en silence, se demandant s'il ne comprenait peut-être pas pourquoi elle accordait autant d'attention à son père. Mais il est fort probable que personne n'y prête attention, car papa est tellement mignon. Leonardo rit doucement. Il appela Sienna, son Altesse, et elle remarqua sa nervosité. La jeune fille se demanda pourquoi. Les servantes s'écartèrent, et il dit directement qu'il voulait simplement lui offrir un cadeau. Et demanda « Est-ce possible ?» La jeune fille fut surprise. Elle pensait que seules des bombes et du poison avaient été donnés à une famille de voleurs et a donc dit qu'elle ne le voulait pas. Mais cela n'a pas arrêté Léonard. Il a dit qu'elle avait dit qu'elle voulait vivre. Vraiment? Sienna l'a confirmé. Puis il a ajouté que si elle l'acceptait, elle pourrait survivre. Elle était stupéfaite. Il a dit qu'elle pourrait survivre? Qu'est-ce que c'est? Puis il sortit un collier et le lui montra en disant que c'était un cadeau. C'était un médaillon rond sur lequel était sculpté un demi-cercle avec des ailes attachées. La fille fut surprise. Elle joignit les paumes de ses mains de sorte que le pendentif tomba droit dedans. Et quand elle le regarda, elle dit avec incertitude que c'était le collier de la fée gardienne. Ce collier pouvait invoquer des fées. Mais comme peu de gens en sont capables aujourd'hui, ce n'était pas considéré comme un cadeau particulièrement coûteux. Sienna le regarda et pensa que l'enfant aristocrate pourrait lui offrir un cadeau. Leonardo lui dit que même si elle ne pouvait pas invoquer de fées, elle pouvait utiliser son pouvoir de guérison dans certaines limites. Sienna, quant à elle, ne pouvait détacher son regard du pendentif. Elle pensait qu'il pouvait paraître ordinaire, mais s'il était utilisé correctement, elle s'est immédiatement souvenue de son père et de sa phrase selon laquelle le fromage gratuit ne peut être trouvé que dans une souricière. Son père était le seul à l'avoir aidé sans raison.
Elle regarda Leonardo et lui demanda pourquoi il le lui avait donné. L'incrédulité se lisait dans ses yeux. Il la regarda, son regard était sérieux et ses yeux semblaient s'assombrir. Et puis, baissant la tête et restant silencieux pendant un moment, il dit qu'elle avait dit qu'elle voulait vivre. L'homme sourit et une lueur brilla dans ses yeux bleus. Il répondit qu'il pensait que ce serait triste si elle mourait demain. Et il ajouta qu'il espérait que cela n'arriverait jamais. Sienna le fixa du regard. La jeune fille pensa que si elle était vouée à mourir, cette famille était sans aucun doute dangereuse. C'était prévisible, mais elle ne pouvait imaginer se retrouver dans une telle situation. C'est pourquoi elle dit brièvement « Qu'est-ce que c'est ?» Les enfants restèrent silencieux un moment. Sienna regardait le pendentif et pensait à la sienne, tandis que Leonardo restait silencieux. La nounou de Sienna continuait ses activités physiques, de peur de perdre la forme. La jeune fille regarda alors Léonard et dit qu'elle acceptait le cadeau. Elle lui demanda s'il pouvait l'aider à le mettre. Il répondit « Peut-il la toucher ?» Sienna répondit qu'elle pouvait, sans problème, mais le type changea d'avis. Il dit que c'était une mauvaise idée et, serrant le poing, ajouta qu'il pouvait la maudire. Il appela aussitôt la servante et lui demanda d'aider Sienna à mettre le collier. La servante se précipita aussitôt pour exécuter sa commande. Quelques secondes plus tard, il était suspendu à son cou. Le bébé pensait qu'un peu de pouvoir de guérison augmenterait ses chances de survie d'1%. Mais elle pensait aussi, pour la première fois, qu'il était quelqu'un de bien. Sienna sourit gentiment et le remercia en disant qu'elle était très heureuse. Leonardo était un peu gêné et dit doucement que ce n'était rien de spécial. Mais la jeune fille le troubla encore plus lorsqu'il lui dit qu'elle avait une question. Elle lui demanda comment il s'appelait. Une question aussi simple le surprit. Sienna répondit qu'ils étaient amis et qu'elle l'appellerait donc par son prénom. Ce mot « ami » lui semblait si inhabituel. Qui, dans cette famille, était une personne relativement normale? Cécile? C'était un criminel recherché, mais il s'est finalement révélé être quelqu'un de bien. Et le garçon baissa la tête et dit qu'il s'appelait Leonardo. Sienna se précipita vers lui pour lui demander ce qu'il avait dit à Léonard. Il hésita, mais répondit quand même que c'était bien le Kier. La jeune fille se demandait si elle parlait de Leonardo. L'avait-elle vraiment rencontré? C'est le personnage le plus célèbre du roman La vie de Mélodie. Myrmode, le chien fou. Sienna a dit avec enthousiasme qu'il avait un nom cool. Il fut à nouveau gêné et se gratta le nez, pensant que c'était la première fois qu'on lui disait ça. Et Sienna remarqua qu'il était un chien enragé, rougissant timidement. Elle pensait que c'était peut-être à cause de son âge. Mais il ressemblait à un chiot qui venait d'être félicité. Elle dit à voix haute que Léon avait l'air plutôt mignon. Alors, pourquoi? Elle voulait demander pourquoi il était devenu voleur alors. Et le type demanda encore « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle réalisa qu'elle avait dit quelque chose de mal. Et le gars ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais il semblait sur le point d'éclater en sanglots. Jusqu'à présent, son ego était qualifié de pitoyable. Sienna réfléchit à sa vie et à son genre de vie. Pas étonnant qu'il ait grandi comme un chien enragé. Il n'est pas surprenant que l'attitude des enfants reflète les problèmes de la société. Elle a déclaré qu'il était désormais d'une naïveté presque stupide, et j'ai décidé que ce petit méchant serait très facile à apaiser. Elle lui demanda « Comment ça, ils sont devenus amis ?» C'était parfait pour mettre son ego de son côté. Il acquiesça et proposa d'aller boire un thé ensemble. Sienna soutint sa proposition et dit que c'était génial. Elle voulait juste lui dire qu'on pouvait y aller ensemble, mais quelqu'un l'a attrapée et l'a soulevée dans les airs. La seconde suivante, elle était assise dans les bras de son père. Il regarda Leonardo avec froideur et méfiance et annonça à Sienna que le pape était arrivé. Heureuse, elle serra Ego dans ses bras, tandis que Leonardo les observait. Sienna a dit à son père qu'elle avait un nouvel ami et qu'il s'appelait Léonard. Elle ouvrit les yeux et regarda les servantes qui se tenaient derrière son père. Elle restait silencieuse et semblait même respirer de temps en temps.
Elle ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez elle. Était-elle vraiment en manque de protéines? Le visage de Mathias semblait également noirci par l'insatisfaction. Il posa sa main sur la tête de Sienna, comme pour la protéger du danger, et dit qu'elle parlait de Léonard. D'un ami, donc. Le garçon le regarda de tous ses yeux, et Mathias dit qu'à partir de ce moment, il devait… L'expression du père de Sienna était effrayante. Il disait que Léonard devait prendre bien soin de leur Sienna, et lui demandait s'il le comprenait. Le garçon était trempé de sueur à cause de la peur, mais il trouvait quand même la force de dire ce qu'il comprenait. Sienna était assise dans sa chambre et lisait un livre. C'était un peu flou. Une belle sainte apparut telle une comète, se souciant sincèrement des gens ordinaires, et une histoire d'amour qui transcendait les limites du statut de prince héritier. Elle n'a lu que la moitié du roman, mais l'amour du prince héritier et de la sainte rencontrait constamment des difficultés. Bien sûr, tout cela est dû à la famille Mirmod, une famille maléfique. La maison ducale apparaît souvent dans l'histoire, jouant un rôle important de méchant secondaire et étant un concentré du mal. Et au cœur de tout cela se trouvait la bataille des héritiers pour déterminer leurs successeurs. 3 méchants principaux menaient cette bataille d'héritiers. Delphia Mirmod, fille adoptive de la duchesse Rucella, s'entraînait désormais dans le nord. Salford Mirmod, fils du président du Sénat. Et le dernier, le plus dangereux d'entre tous, le magicien noir Axel Mirmod. Axel Mirmod remporta la bataille des héritiers et devint le duc de fer, transformant l'Empire en enfer. Sienna se dit heureusement qu'elle n'avait pas encore rencontré les 3 tristement célèbres, surtout avec Axel. Mais quand ce jour viendra, elle devra être forte pour l'affronter face à face. Tout comme elle s'est liée d'amitié avec Leonardo, elle les soumettra et les recrutera un par un. Les acteurs principaux sont la duchesse, le directeur et le président du conseil. Pour la duchesse et sa grand-mère, elle redoublera de charme. Elle manque d'informations sur le président du Sénat, elle s'abstiendra donc pour l'instant. Et l'enseignante qui la néglige, à en juger par son subordination au directeur, il est clair qu'il ne l'apprécie pas. La jeune fille a lu qu'un piège allait bientôt lui être tendu. Pour la vaincre, Sienna a besoin de force et doit aussi apprendre à utiliser le collier de la fée guérisseuse. Pour ce faire, elle doit accéder au trésor d'informations qu'est la bibliothèque. Mais comme elle est encore petite, on ne la laisse pas tranquille. Dans ce cas, elle a dit aux servantes qu'elle voulait voir le pape. Puis elle a changé d'avis et a dit qu'elle irait le voir. À ce moment-là, Lord Mathias tenait une réunion. Il était titulaire d'une maîtrise et présentait à la réception. Il lui rapporta la situation et lui dit que c'était terminé. Mathias répondit qu'il comprenait. Il a déclaré qu'il ciblerait d'abord le noyau dur du Sénat. Il a déjà engagé tous les magiciens. Il plissa les yeux d'un air sournois. Quant aux moucherons qui s'en prenaient à Sienna, il décida de les tuer, tout simplement. Même si cela aurait pu être différent, Mathias fut soudainement alerté et demanda soudainement au magicien d'enlever son chapeau. L'homme ne comprit pas immédiatement à quoi servait le seigneur, mais il retira quand même son chapeau et demanda ce qui n'allait pas. Son ego était submergé par la peur. Mais le seigneur rit et dit qu'il serait bon de planter quelques pommes de terre. Il ajouta joyeusement qu'il envisageait de construire un jardin sous la flèche et demanda au magicien combien cela coûterait. L'homme se détendit un peu après avoir entendu cela du seigneur. Au début, il pensait même que c'était un code tout nouveau. Puis il réfléchit et dit « Peut-être 10 zloty ?» Mathias demanda, surpris, « C'est quoi la vérité ?» Il ne connaissait pas encore les prix en ville. Le magicien voulait savoir quoi, mais Sienne a fait irruption dans le bureau et a exigé qu'ils arrêtent. Furieuse, elle a demandé s'ils savaient au moins ce que sont les pommes de terre bon marché maintenant. La jeune fille a dit avec indignation que 10 pièces d'or étaient plus que suffisantes et a traité le magicien d'escroc. Le gars se tourna vers elle et dit avec surprise qu'il venait de… Mais Lord Mathias l'interrompit et appela sa fille. Il a dit avec des larmes dans les yeux qu'elle ne devrait pas faire autant confiance aux gens, mais la fille sauta rapidement sur la table
et alla voir son père en lui disant qu'il y avait tellement de mauvaises personnes dans le monde. Puis elle se tourna vers le magicien et le traita de nouveau d'imposteur, exigeant qu'il ne se présente plus jamais devant son père. Mathias essaya de la dissuader en plaisantant, disant que sur 100 personnes, on pouvait trouver une mauvaise personne, mais que ce type n'était pas comme ça. Mais elle était catégorique et exigeait que le magicien quitte la pièce immédiatement. Puis elle se tourna vers son père et lui dit sérieusement que cela ne pouvait pas rester ainsi et exigea qu'il l'écoute. Et le Seigneur accepta sans poser de questions. Elle commença à lui apprendre à faire une grimace, abaissant ses sourcils jusqu'à l'arête de son nez et plissant les yeux, lui disant qu'il devait le faire. Et elle me conseilla aussi de taper du pied. Et à la fin, il fit une grimace maussade et lui conseilla de tousser et de cracher. Elle lui assura que s'il le faisait, personne n'oserait plus le tromper. Il prononça doucement son nom. Et puis, je me suis demandé comment elle l'avait appris. Son visage exprimait l'inquiétude et il avait les larmes aux yeux. Sienna comprit que son père avait peur. Elle fut un peu surprise. Elle lui a alors demandé de ne pas avoir peur et la serrer fort dans ses bras. Mais il a dit qu'il n'aimait pas qu'elle fasse une chose pareille. Elle l'a serré dans ses bras et il a dit qu'il n'y avait que des problèmes dans cette famille. L'ego, la meilleure fille du monde, a été amenée là. Son visage était sombre et la haine brûlait dans ses yeux. Et il disait qu'il fallait tout nettoyer ici. Sienna s'éloigna de lui et lui demanda ce qu'il entendait par « nettoyer ». Lord Mathias redevint doux et joyeux. Il changea de conversation et commença à parler de sirop de fraises. Il rit et dit qu'il pensait faire du sirop de fraises avec elle. Sienna aimait la cuisine de son père, mais elle lui dit que lorsqu'elle parlerait, il ne devrait pas penser à autre chose. La jeune fille le regarda sérieusement et pensa qu'ils devraient d'abord aller à la bibliothèque ensemble. Et puis, elle trouvera un moyen de soumettre cette famille. Sienna alla chercher quelques livres à la bibliothèque, mais ils ne lui furent pas très utiles. Elle se concentra pour les relire un par un. La jeune fille était tellement absorbée qu'elle ne remarqua pas l'assistant qui s'approcha d'elle. Il lui arracha brusquement le livre des mains. Et il a dit avec suspicion que Lady Sienna lisait un livre. Il sourit malicieusement et dit qu'il ne pensait pas qu'elle puisse comprendre ce qui se disait. La jeune fille fut surprise par une telle impudence. Elle a bondi, essayant de lui arracher le livre des mains et a crié qu'elle le pouvait, mais le professeur a soulevé le livre encore plus haut et a demandé « Vraiment ?» Sienna a mal calculé et s'est penchée trop fort, de sorte qu'elle n'a pas pu se retenir et a senti qu'elle tombait face contre terre aux pieds du professeur. La table s'est renversée, toutes les lettres qu'elle contenait ont volé dans la pièce et Sienna est également tombée face contre terre. Le professeur resta planté là, comme si de rien n'était. Il n'était pas pressé d'aider la petite fille, mais la réprimanda doucement et lui conseilla de se comporter avec plus de grâce. Puis, il lui demanda d'être plus prudente la prochaine fois. Après un certain temps, elle s'assit sur un banc dans le jardin et, les larmes aux yeux, dit à Leonardo que ce professeur était tellement méchant. Elle a dit qu'il la détestait vraiment. Puis, elle a admis qu'elle le détestait aussi. Leonardo a dit qu'il avait l'impression qu'il complotait quelque chose ces derniers temps. Le garçon demanda tristement. C'est-elle qu'il travaille sous la direction du directeur de l'académie? Et il ajouta qu'ils disent en fait, il ne le dit pas à voix haute, mais se pencha plus près de Sienna et lui murmura à l'oreille qu'aucun enfant ne serait laissé en vie s'il devenait la cible du réalisateur. Sienna a demandé qu'on les tuait. La fille n'en croyait pas ses yeux. Léonard la regarda, essayant de dire s'il le savait ou non, mais des relations amicales s'établirent entre eux et il ressentit une sincère pitié pour Sienne. C'est pourquoi il a dit qu'ils utilisaient un labyrinthe fantôme. Cette illusion est si terrible qu'un enfant ordinaire deviendra fou dès qu'il la verra. Le garçon conclut qu'ils étaient en train de mourir d'une dépression nerveuse. Il avertit Sienna de la prudence. Et il ajouta que si quelqu'un voulait offenser Lord Mathias, elle serait la première cible. Sienna le regarda avec de grands yeux et il lui demanda ce qui l'avait effrayé dans ses paroles. Leonardo lui demanda pardon et demanda « Qu'est-ce qui ne va pas chez elle ?» Mais la fille sourit et répondit joyeusement « Non ».
Elle le remercia de m'avoir informé. La flèche nord semblait particulièrement sombre la nuit. Un chevalier gisait sur le sol du bâtiment. On ne savait pas ce qui lui était arrivé. L'homme qui se tenait là et le regardait dit qu'il s'était vraiment endormi. Sa partenaire sourit malicieusement et expliqua que le seigneur Mathias avait quitté la tour pour passer l'épreuve de l'héritier. L'homme posa à nouveau la question. « Et les servantes ?» Sa partenaire répondit qu'il ne serait pas difficile de les endormir. Si elle avait réussi à s'en sortir avec le chevalier, ce serait encore plus facile avec les servantes. Ils se précipitèrent dans le couloir désert. L'homme dit avoir entendu dire que les servantes d'ici étaient plutôt inhabituelles. Mais la jeune fille répondit que c'était vrai, mais qu'elle était servante, et qu'elle était servante en Afrique. L'homme courut devant, le visage partiellement masqué, et expliqua que les servantes étaient inhabituelles. Puis, il ajouta qu'on pouvait les voir plus loin. Ils avaient vraiment des canetons grincheux et virils sur leur chemin. L'homme agita la main et, tenant dans ses mains un pot d'où s'échappait une vapeur rose inhabituelle, cria aux servantes de prendre un gaz somnifère spécial. La formule unique du gaz était censée tuer un éléphant en 1 seconde. Mais ce n'était pas le CA. La servante canard avança les mains et fit tomber l'agresseur d'un mouvement précis. Le partenaire de l'agresseur a été surpris et profondément confus par le fait que le gaz somnifère ne fonctionnait pas. Elle regarda les servantes et il lui sembla que seuls leurs yeux brillaient dans l'obscurité. Elle décida que ce n'étaient pas des servantes, mais des monstres en chair et en os. Mais elle s'est réjouie et a dit qu'ils étaient des guerriers boers spécialisés dans les batailles et elle est passée à l'attaque. Mais cela n'effraya pas les servantes. Elles ne bougèrent pas et attaquèrent en réponse. Et une fois le combat terminé, les servantes déclarèrent que les assaillants étaient encore plus faibles que des anchois séchés. L'une d'elles demanda pourquoi ils étaient entrés dans la flèche nord. Les attaquants vaincus restèrent immobiles, ayant subi une défaite totale. Les servantes étaient un peu contrariées, car elles voulaient les interroger, mais elles n'ont pas calculé leurs forces et les ont simplement abattus. La deuxième servante a dit que ce n'était pas grave, qu'elles attendraient leur réveil. Le lendemain matin, Sienna aperçut des gens attachés dans le salon et demanda avec surprise « Qu'est-ce que c'est ?» La jeune fille pensa qu'il s'agissait peut-être de compagnons de thé, mais ils ressemblaient plutôt à des meurtriers. La jeune fille regarda les servantes et leur demanda poliment si elles allaient bien. Les femmes répondirent que Dame Sienna prenait grand soin d'elles. Touchées, elles répondirent que tout allait bien. Mais la jeune fille se demandait s'il était normal de frapper les gens comme ça. Elle lui prit la tête avec art et proposa de leur délier la bouche pour écouter ce qu'ils avaient à dire. Quand les voleurs eurent la bouche ouverte, ils crièrent à l'unisson que c'était injuste. Ils étaient venus voir Dame Sienna parce qu'ils avaient entendu parler d'elle. Et soudain, les servantes les attaquèrent. Ils se sont roulés par terre en criant qu'ils voulaient juste un autographe, puis partirent tranquillement. Et puis, ils ont hurlé de douleur. L'une des servantes a dit que les paroles de C.E.S. Jean, mais Sienna ne s'est pas laissée convaincre et a dit qu'elle n'avait pas besoin d'explications. Elle sait déjà tout. Elle s'est approchée du criminel et lui a demandé s'ils avaient été envoyés pour la tuer ou la kidnapper. La jeune fille a ajouté qu'elle n'avait aucun doute quant à la personne qui s'occupait de lui. Les voleurs se regardèrent, mais ne commencèrent pas à s'expliquer. L'un d'eux a dit qu'une lettre était arrivée pour Lady Sienna. La jeune fille déploya son ego et commença à lire. On pouvait y lire qu'elle semblait bien s'adapter à la vie au sein de la famille Myrmod. Mais, après un examen attentif de l'Académie, il est difficile de déterminer si elle est apte à incarner maîtresse Myrmod. 16 servantes continuaient à se réchauffer en utilisant des criminels capturés pour cela. Et la jeune fille lut attentivement chaque mot, notamment celui concernant le fait que, dans les circonstances actuelles, un petit test serait mené sous la direction du directeur. À la fin, une signature indiquait qu'ils espéraient sa compréhension.